Jean-François Oui, Lévy. donc on va commencer la discussion. Il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Jean-François Lévy et Claire Brière-Blanchet dans un premier temps. On va dire honneur aux dames. On laisse la parole à Claire Brière-Blanchet. Tout le monde t'entend. Voilà. Non, je voulais dire que d'abord remercier Jean-Jacques Moscovitch parce que il dit des choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire qu'en effet, la lutte pour des Palestiniens, disons, mais en fait la lutte du monde musulman contre Israël n'est pas une lutte territoriale, c'est une lutte existentielle, fondamentale et religieuse. C'est-à-dire que dès la création dès l'arrivée de l'islam, les Juifs ont été les ennemis de l'islam. Et Mohammed, Mahomet, comme on veut, je ne sais pas comment il faut dire, a lui-même participé activement au massacre d'une tribu juive et que dans les manifestations, on entend quelquefois Haïbar, Haïbar, Yahoud. Ça veut dire que ce massacre de Haïbar, c'est attends, on revient, espèce de juif. Et le prophète, j'aime pas le qualifier ainsi, mais c'est ainsi, le prophète a participé, pardon, physiquement à l'égorgement des victimes. Donc c'est un antisémitisme fondamental et originel. Voilà, je trouve que c'est très important d'informer là-dessus, parce que moi-même, quand je suis allée en Iran, en Égypte, etc., que j'ai publié, à l'époque, je ne connaissais, j'étais journaliste hein, et de formation historienne, mais je ne connaissais pas vraiment le Coran. Et c'est en ouvrant le Coran au cours comment dirais-je, de ces reportages que j'ai découvert l'ampleur du problème. C'est-à-dire que un juif est un ennemi dès l'origine de l'islam. C'est pas un ennemi parce qu'il y a aujourd'hui le Hamas, etc., et que depuis l'origine, le juif est l'ennemi principal. C'est l'ennemi de tout le pire que les chrétiens, qui par ailleurs se font massacrer allègrement, et aussi il y a eu des génocides de chrétiens pour employer ce terme, mais le premier à éliminer, c'est celui des origines, c'est le juif. Pardon, j'espère ne pas avoir été trop longue. Non, c'est très bien. On va donner maintenant la parole à Jean-François, Nicole et Martine qui demandent la parole. Et puis ensuite, on redonnera aux deux intervenants la possibilité de répondre aux différentes remarques. Jean-François? Alors, ce qui vient d'être dit sur le Hamas m'a paru très intéressant et je me demande si on ne peut pas faire le rapprochement avec, c'est un peu le même esprit, avec ce que l'État islamique avait fait pour les chrétiens d'Orient. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que j'appartiens à un certain nombre d'associations interreligieuses et je constate que quand on parle avec des gens, et en particulier des chrétiens, qui sont tout à fait philosémites, si on peut employer l'expression, etc., ils ne comprennent pas ce que peut représenter le Hamas. J'ai été amené à répondre à une journaliste de Réforme qui a interrogé d'une part le rabbin Yann Boissière, d'autre part moi, c'est dans le journal de cette semaine, et j'ai été amené à lui dire comment vous voulez, il s'agit de savoir si on peut négocier. Je dis comment vous voulez-vous négocier avec un groupe qui veut détruire l'État d'Israël et mettre tous les Juifs à la mer. Donc, si on pouvait développer une comparaison entre donc ce que l'État islamique a fait vis-à-vis des chrétiens d'Orient, auxquels beaucoup de chrétiens sont attachés, et c'est normal, si on pouvait faire cette comparaison, il me semble que ça rendrait plus facile pour nous en France le dialogue avec les chrétiens pour qu'ils comprennent mieux
ce que peut représenter le Hamas vis-à-vis du judaïsme en Israël, mais aussi du judaïsme ailleurs. Et, et, et finalement, au-delà des chrétiens, il y a toute une partie de la population française. Je ne parle pas de ceux qui manifestent à Sciences Po ou autres. Il y a toute une partie de la population française qui ne comprend pas cela et qui donc ne comprennent pas la situation. C'est pour ça que j'aimerais vraiment savoir si on peut faire une comparaison avec ce que l'État islamique a fait quand il avait des territoires sous sa direction, a fait vis-à-vis en particulier des chrétiens d'Orient. Merci. Merci, c'est une remarque intéressante. Je pense que Bathior, qui est là pour apprendre, pourra répondre à cette question, mais dans un instant, on va prendre encore les remarques, les deux remarques que j'avais dit, Nicole Cohen-Haddad et Martine Nassia. Et ensuite Bathior, et puis les intervenants. Et puis Ok, nous, voilà. merci. Alors, je voudrais. Alors, d'abord, la première personne qui a présenté, je suis désolée, mais je ne me souviens jamais des noms. Pour la question de la honte chez les musulmans, moi, je pense que ce n'est pas spécifique aux musulmans. Je pense que c'est une question culturelle plutôt que religieuse. Et que les gens qui sont même les juifs, disons, entre guillemets orientaux, enfin d'Afrique du Nord, etc., ont une façon similaire de penser. Donc, je ne pense pas que ce soit spécifique aux musulmans et que ce n'est pas quelque chose qui va expliquer ce qui se passe. La deuxième chose, c'est en fait, le Hamas, c'est pas seulement, ce n'est pas religieux, c'est politique. Les frères musulmans, c'est quelque chose de politique. Oui, c'est dans l'islam, mais c'est politique. Et effectivement, c'est parce qu'ils ont agi d'une manière politique qu'ils ont du succès dans le monde entier, parce qu'ils ont réussi à faire des choses que Israël n'a pas réussi à faire, n'a pas réussi à expliquer, comme eux ont réussi à bouger les populations, mais en même temps, évidemment, avec toutes les histoires de contexte post-colonial, etc., etc. Mais en fin de compte, nous n'avons pas réussi à contrer ça, parce que en fait, on parle à chaque fois qu'on parle de colonial, de post-colonial, on parle des Européens. On ne parle jamais des Arabes. On ne parle jamais de 13 siècles des Arabes en Afrique. Enfin, c'est un truc énorme dont on ne parle jamais. C'est une espèce de gros éléphant dans la salle et on n'en parle jamais. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est, je pense que c'est assez simple pour moi, ces hommes du Hamas et autres qui sont des garçons complètement frustrés sexuellement, vont se jeter à la première occasion et là, on leur donne, c'est devenu licite. Et donc là, c'est pour ça qu'il y avait la jouissance. Et la jouissance, elle était à la fois sexuelle et à la fois parce que pour eux, ils n'ont aucun concept d'une sexualité autre que par dominance. Et donc là, c'est se jeter sur quelqu'un, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Et se jouir en plus de cette dominance et de la violence, bah c'était exactement ça qui allait arriver. Et l'autre chose, c'est que non, c'est pas la fin, ce n'est qu'un début parce que ils ont, d'après des personnes qui étaient des otages, ils ont dit, voilà, on était temps, mais la prochaine fois, on sera 20 000, 30 000, etc. C'est-à-dire qu'il y a des plans déjà établis. C'est pas, oh là là, mon Dieu, il faut qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé au 7 octobre. On va arriver très vite à une autre situation, très vite. Et l'autre chose que je voulais, mais alors ça, c'est totalement séparé, je voulais savoir si le psychanalyste peut nous dire en un mot, enfin, je pense que, on ne pourra pas trouver d'explication, mais il y a eu, très vite après le 7 octobre, je crois que c'était 2 à 3 semaines après, il y a eu 85 intellectuels, la plupart juifs, qui ont écrit une lettre ouverte contre Israël, mais totalement contre Israël. Et parmi ces personnes, il y avait Gérard Haddad, qui est quand même un psychanalyste assez connu par à peu près tout le monde,
Et bon, moi, je ne le connais pas personnellement. Je l'ai contacté par Facebook en disant, est-ce que c'est bien vous qui avez signé, etc. Et la réponse était oui, pourquoi? Voilà, donc Voilà. ça fait j'ouvre beaucoup de choses là, hein. Oui, Désolée. effectivement, beaucoup de choses et voilà, qui vont susciter des réactions. Alors, je propose qu'on écoute Martine, comme on avait dit. Mhm. Ensuite, on donnera la parole à Bathieur, puis ensuite, il y aura d'autres. Peut-être après Bathieur, on donnera à Monsieur Kizimal, qui abordera aussi certaines questions qui viennent d'être décrites, et après, on reprendra les deux conférenciers. Donc, Martine, puis Alors, Bathieur, puis Monsieur Kizimal. alors moi, je voulais intervenir parce que je vois une question qui est posée quand même dans le chat, qui nous ramènerait peut-être à quelque chose qui se passe dans nos pays et pas que dans nos pays. C'est une personne qui pose la question. C'est de voir, de comprendre effectivement pourquoi les jeunes aujourd'hui, qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire les jeunes que l'on a vus dans les universités et pas que, c'est-à-dire qu'en fait toute la génération, ce qu'on appelle beaucoup la génération Z, qui a autour de 20, 25, une trentaine d'années, euh, et comment se fait-il qu'ils arrivent à ce point-là à adhérer à toutes ces thèses du Hamas, à ces thèses pro-palestiniennes, et qu'est-ce qui fait est-ce que c'est uniquement le fait que c'est une rupture générationnelle par rapport, parce qu'en fait on va aller du côté des opprimés, point à la ligne, comme ça a pu être dans les années 70, quand les jeunes, enfin quand nous-mêmes nous étions jeunes et qu'on est allé vers les révolutionnaires, la question est effectivement de comprendre à juste, pour quelles raisons finalement ils adhèrent à ce point-là, à ces thèses, et pourquoi les personnes qui sont dans les mouvements écologistes, tous ces wokistes dont on parle, tous ces jeunes sont-ils embarqués, se laissent-ils embarquer par ces mouvements? Et moi, j'avais une deuxième question qui était un peu liée aux échanges qu'on avait eus avec Fadila, où elle nous disait qu'il y a deux types de musulmans, hein. En gros, il y a les fondamentalistes et les modérés. Et moi, ce que je voulais comprendre sur les musulmans modérés qui représentent, je dirais, un peu la majorité silencieuse des modérés, c'est jusqu'à quel point sont-ils en train de se laisser embarquer, envahir par les thèses des fréristes? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement consubstantiel de leurs croyances, comme vous l'avez aussi décrit, hein, sur le fait qu'il y a une haine fondamentale du juif, et que quelle serait l'issue pour eux finalement pour finalement re-aimer, enfin sans forcément re-aimer, mais enfin re-accepter de vivre à côté de personnes juives? Est-ce que la seule issue pour eux est finalement de renier leur propre religion? Enfin, c'est quoi l'issue pour ces personnes musulmanes modérées avec lesquelles nous vivons au quotidien? Comment, enfin, voilà, quelle analyse on peut avoir vis-à-vis de cette cible-là, de cette population-là? En fait, je n'utilise jamais, ce que j'avais dit, c'est que je n'utilise jamais le terme modéré parce que pour moi, il n'y a pas de musulmans modérés, il y a des musulmans. Et parmi les musulmans, vous avez des musulmans fondamentalistes et puis vous avez les autres. Et donc, d'abord, il y a plusieurs choses. La difficulté ici, c'est, si vous voulez, c'est comme si dans notre monde, l'islam, c'est un peu comme en fait, un enfant hystérique à qui on ne dit pas non et on le nourrit de bonbons en espérant qu'il va s'arrêter de pleurer, alors qu'en réalité, les bonbons vont justement l'exciter. En fait, notre problème, et je pense que c'est là où il réside, c'est qu'on n'a pas d'autorité, c'est qu'on leur dit pas non. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et je pense aussi que si d'autres musulmans qui ne seraient pas prêts qui n'accepteraient pas ce fondamentalisme, en fait, ils ne voient pas pourquoi eux vont se mettre en avant et vont aller à l'encontre quand on voit que justement, en Occident, l'autorité n'existe pas. Il n'y a personne qui est là pour dire on ne veut pas de ces doctrines, on ne veut pas de votre norme, on ne veut pas de votre idéologie. C'est ça, en fait, je pense, qui est le problème, en fait, fondamental. Après, pour la question des jeunes, je pense que nos jeunes, le problème des jeunes actuels en Occident, c'est que depuis plusieurs décennies,
on leur a fait détester leur histoire, on leur a fait détester leur culture. On n'a pas arrêté de mettre toujours en avant la culture extérieure en disant ce qui est ailleurs est meilleur, ce qui est ailleurs est plus beau, etc. Et à l'opposé, vous devez avoir honte de votre histoire ici, tout ce que vos ancêtres ont fait, c'est abominable, etc. Et finalement, je pense que c'est ça qui est notre problème. Et on est face à des jeunes qui cherchent des causes, qui cherchent un sens à leur vie et qui sont là pour donner justement du sens. Ce sont ces différentes idéologies, que ce soit des coloniaux, le wokisme, même l'islamisme. Hein, il leur donne du sens, il leur donne un but. Quand on voit la cause palestinienne, on leur vend une cause. Ce sont ces pauvres victimes palestiniens, on leur raconte une histoire qu'on a inventée, évidemment en détournant l'histoire que des scientifiques pourraient nous raconter d'une manière plus juste. Là, on est vraiment dans des histoires, dans des récits qui sont racontés par des idéologues et qui sont même professeurs d'université ou qui sont des idéologues qui travaillent dans des associations, etc. Donc, ces jeunes sont pris en charge par ces idéologies-là. Et on a laissé faire pendant plusieurs décennies. Il faut se dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est 40 ans. C'est 40 ans d'idéologie qui a progressé, qui a nourri ces jeunes, qui soient musulmans ou non musulmans, parce que les non musulmans sont nourris par toutes ces idéologies woke, et puis de l'autre côté, vous avez les musulmans qui ont été nourris par 40 ans d'idéologie frériste. Et donc, c'est à ça devant ce à quoi on a affaire là maintenant. Et donc, le travail est énorme, évidemment, mais je pense qu'il ne faut pas non plus désespérer. C'est-à-dire que même si le travail est énorme, il faut se retrousser les manches et il faut essayer d'avancer avec ça. Et c'est ce qu'on essaye tous de faire, que ce soit les différentes associations. D'ailleurs, depuis le 7 octobre, ce qu'on peut dire qui est positif, si on peut parler ainsi, c'est qu'il y a des groupes qui se sont créés, que ce soit le collectif 7 octobre, que ce soit DDF, que ce soit le collectif Nous Vivrons, etc. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui va permettre justement qu'ils réalisent aussi qu'on a affaire à un monstre, parce que jusqu'à présent, 40 ans d'islamisme, on voit bien qu'il n'y a pas eu aucune barrière pour mettre un stop. On a laissé, et à chaque fois qu'il y a eu un attentat, on a trouvé des excuses. À chaque fois qu'il y a eu un attentat, on déposait des fleurs. À chaque fois qu'il y a eu un attentat, on a dit qu'il fallait essayer de créer des ponts avec les musulmans, etc., d'avoir des dialogues interreligieux, etc. Et on sait très bien maintenant que même ces groupes de dialogue interreligieux, on sait très bien que c'est les lieux par excellence où les frères musulmans justement s'immiscent pour pouvoir influencer à l'intérieur et pour pouvoir servir en tout cas d'anesthésiste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, qu'est-ce qu'on sort? La carte joker, c'est pas d'amalgame, tous les musulmans ne sont pas comme ça, etc. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, il faut arrêter avec tous les musulmans ne sont pas comme ça. S'ils ne sont pas comme ça, qu'ils le disent, qu'ils sortent et qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais à partir du moment où tout le monde se tait, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils l'acceptent et qu'ils acceptent d'en payer les conséquences. C'est comme ça, voilà. Merci. Je retiens finalement qu'on ne lutte pas contre l'islamisme uniquement par des mesures policières. C'est un combat culturel, c'est un combat politique et c'est un combat de tous les instants. Alors là, j'avais prévu de donner la parole à Bathior. Voilà, Bathior, donc. Oui, je voudrais remercier nos intervenants. C'était vraiment très riche et passionnant, toutes les informations et les sources de réflexion qu'ils nous ont fournies. Et ma question s'adresse à Fadila, que je remercie aussi particulièrement parce que j'admire sa force morale qui lui permet de parler comme elle le fait. Et donc, ma question est la suivante. Pensez-vous que cette haine des Juifs s'apparente est la même que la haine à l'égard du Dar el-Harb? Parce que dans le Dar el-Harb, ou plutôt les populations qui peuplent le Dar el-Harb ne sont pas des êtres humains. On peut les massacrer,
on peut les tuer à volonté sans être punis par ce crime. Donc voilà, ça c'est une première question. Est-ce que nous trouvons, est-ce que ceux qui Pardon. Alors voilà, donc maintenant, ma seconde question, c'est est-ce que vous pensez que cette jubilation dont vous avez parlé, est-ce que vous pensez que elle, elle s'apparente au fait que lorsqu'on tue l'infidèle, on va au paradis. Et lorsque l'on tue l'infidèle, on fait un acte qui satisfait Allah. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que l'on entreprend ce massacre soit avec la ferveur, soit avec la joie, comme vous l'avez dit? Donc, on a de la question. On va prendre la dernière intervention de Jean-Jacques Kisimal et ensuite Jean-Jacques Moscovitz et Fadila répondront globalement. Jean-Jacques. Oui, bonsoir. Et d'abord, je remercie beaucoup les personnes qui sont intervenues jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Voilà. Et voilà, très bon débat sur la question du fond. Il y a plusieurs niveaux, hein, au niveau de ce qui vient d'être dit. Il y a un niveau social, il y a un niveau sociologique, il y a un niveau politique. Mais moi, par contre, mon intervention, je vais plutôt accentuer la question anthropologie fondamentale, profonde et donc psychanalytique. Donc, c'est la question de mon homonyme Jean-Jacques, quant de la façon dont il a articulé les choses je vais partir de là. Je reprends dans mon langage à moi, qui est le réel, le symbolique et l'imaginaire lacanien. Donc, il a articulé, parce que dans la façon psychanalytique de voir les choses, je ne vais pas être trop barbant, parce que je vais essayer voilà. Donc, le réel de la mort, le réel de l'origine, la symbolique des textes, parce qu'il a été parlé du textuel, et d'un côté, il y a puis l'imaginaire qui renvoie probablement au corps de la mère, qui doit être structuré ensemble pour qu'au centre, pour que la parole puisse être structurante pour la communauté humaine. Ça, donc, RSI lacanien. Deuxième niveau d'intervention, c'est à la question de l'origine. En fait, ça s'enchaîne. Cette question de l'origine qui a été posée, c'est non pas la haine de juifs, mais je pense qu'il va y avoir, à travers le juif, il y a la haine de l'origine, mais la question, la reformulation de la question de l'antisémitisme et sa transcription sur la haine du juif est justifiée. Pourquoi? Parce que par-delà la haine du juif, il se pose la question de la haine de l'origine. Pourquoi? Parce que je ne vais pas être un peu lent, parce que Moïse, il a été fait référence à Moïse, puis à Issa, Jésus, puis à Mohamed. Donc, comme si tout se passe comme si une question de performativité rétroactive, c'est-à-dire les religions qui sont nées du judaïsme, on va dire ça comme ça, ont la haine de ce point de départ primordial. Mais si on remonte via Roger Sabat sur la question comment dire, les secrets de l'Exode, c'est-à-dire à l'époque dans la Thébaïde, c'est-à-dire à Misraïm, dans l'Égypte antique, on voit qui rejoint d'ailleurs la question du Darer Alb, parce que la question de l'origine touche la question des premiers venus, ceux qui étaient là avant, et ceux qui sont en dehors. Allô? Allô? On entend très bien. Oui, on vous entend. D'accord. Donc la question de l'origine touche la question de ceux qui sont en dehors. C'est-à-dire ces insupportables, parce que peut-être qu'ils sont là avant, donc on leur reproche d'être là avant, et donc quelque part, l'origine étant imparfaite. Et ceux qui sont en dehors d'un côté, ça, c'est le côté psychologique profond. Et donc, cette haine qu'avait formulée à juste titre à travers toutes ses œuvres, M. Daniel Siboni, qui a été mon maître à penser, c'est la question de la haine de l'autre, la haine de l'origine. Je pense que c'est ça. Via la haine du juif, il se trouve la question de l'origine qui se pose. Et à l'origine, il se trouve la mère fondamentale, le ventre de la mère et compagnie. Rappelez-vous, Ben Vela, nous vous vaincrons par le ventre de nos femmes. Donc, la question de la femme et donc de l'oppression de la femme qui se pose à un niveau beaucoup plus fondamental qui se pose. La question de la maîtrise du ventre de la femme. Alors, ce ventre de la femme qui doit fabriquer en quelque sorte des shahids, des futurs martyrs ad vitam aeternam, ad infinitum. Ça, c'est un premier niveau. Voilà. Après, il y a quelqu'un qui avait posé la dernière question et j'aurais terminé sur la question du 13 siècle de la présence arabe en Afrique. Question tabou. Tabou
du côté des Arabes et tabou du côté des Africains. Mais ça, je pense que je vais arrêter là. Nous aurons l'occasion de l'aborder sous d'autres registres avec l'aide de Alexandre, si vous voulez bien, et puis de toi, Jean-Charles. J'ai terminé. J'ai essayé d'être... Voilà, merci. Voilà. Merci. Merci. Donc, alors, on va redonner la parole à Jean-Jacques, et en évitant que ça devienne une discussion technique entre psychanalystes, mais bon. C'est un peu le but de la soirée. Non, je ne veux pas que ce soit une discussion. Non, moi, je vais poser 2 questions. Une à Fadila à propos des bonbons. Ce sont des filles ou des garçons qui reçoivent les bonbons? Ça m'intéresse de savoir, parce que je pense que c'est plutôt les garçons, largement. Les filles sont exclues de cette histoire. La responsabilité, dont Fadila aussi a parlé. Je vais prendre l'exemple suivant, qui m'a beaucoup mis au travail, par la rencontre avec des éducateurs, avec des gens qui sont branchés sur les radicalisés, comme on a dit, à savoir, c'est la responsabilité d'être un meurtrier. C'est pas dû au fait que, par exemple, dans les banlieues parisiennes, ils soient pauvres, ils soient voilà. Allô? Oui, mais c'est pas fini ton truc. Non, j'écoute. Il y a quelqu'un coupez le micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc je voulais dire la responsabilité. Vous prenez un gamin de... Est-ce que tous les gens qui ne parlent pas auraient la gentillesse de couper leur micro? Merci. Voilà. Donc je prends l'exemple suivant de la responsabilité. On va dire, bon, c'est parce qu'on lui a inculqué telle ou telle chose et finalement il va tuer, il va se mettre kamikaze. Moi, je pense que quelqu'un qui se met à vouloir, il se trouve à être dans cette situation-là, est responsable de son acte de tuer. Il ne s'est pas provoqué par une idéologie majeure, bien sûr qu'il peut l'avoir, mais parce que tous ceux qui sont pris dans cette idéologie ne sont pas des meurtriers. Il faut comprendre ça, c'est psychanalytique pour le coup. La responsabilité de la jouissance du meurtre est en rapport avec le fait qu'il a cette nécessité de le faire pour lui. Donc c'est ça. Et ces combattants du Hamas qui ont joui sexuellement, soi-disant, et autrement, ils étaient commandés par leur chef, par un stalkie-walkie, par je ne sais quel système. Et c'est ça le point. Mais ils étaient d'accord aussi. Ils l'ont voulu. Sinon, on ne pourra pas avancer. Dans des dialogues, moi, je souhaite justement que cette démonstration que j'ai essayé de donner très brièvement à partir d'un texte de Freud, comme quoi il y a quelque chose qui ne s'est pas inscrit dans la construction de la religion mahométane du côté peut-être des fondamentalistes, ça ne s'est pas inscrit. J'aimerais bien pouvoir leur poser la question de façon le plus précisément possible dans un travail pour savoir si, comme Vatican II s'est produit, où les catholiques Vatican ont reconnu l'existence de la place d'aînés des Juifs, que pour l'islam, ça soit possible aussi. On en est très très loin, mais néanmoins, la question existe et peut-être la solution en responsabilisant que leurs actes ne sont pas dus au fait que les Juifs sont comme ci et comme ça. Le Juif, pour l'islamiste fondamentaliste meurtrier, c'est carrément lui-même, c'est son ennemi intérieur, comme on a toujours dit, mais largement en miroir, et qu'il faut tuer car ça sera le témoin de son souhait de tuer. Son souhait de tuer vient directement de cette façon-là, donc il faut tuer celui qui est à l'origine de son désir de tuer. C'est le Juif. Et c'est là où il y a une espèce de délire psychotique qui marche, et ça marche dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'à travers le monde, il y a eu ce succès, comme a dit une intervenante, ce succès, c'est quelque chose qui montre que des mots plus que des gens, le mot juif, le signifiant juif, a amené cette construction de la nécessité de se situer par rapport à cela dans une sorte de refus ou d'acceptation de l'idolâtrie. Ce que le judaïsme a amené, c'est la différence entre la vie et la mort. La vie, c'est pas la mort, et la mort, c'est pas la vie, et c'est différent. Et c'est là où on a un exemple, on pourrait dire malheureusement, très tragiquement avec le Hamas, où ils veulent confondre et prendre le parti de la mort sur la vie. Et c'est sans fin si on n'arrive pas dans les négociations prochaines qui vont avoir lieu peut-être avec des musulmans qui veulent négocier, il y en a beaucoup, et qu'on puisse leur faire entendre qu'ils ont une transmission
éducative, éducante pour les risques de mise en place de groupes meurtriers à partir de cet enjeu-là. C'est ça le point. Parce que, Fadila, vous dites, mais après tout, on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Ouais, mais c'est en France qu'ils ne comprennent pas. Et comment peuvent-ils vivre en France si effectivement leurs enjeux idéaux sont branchés sur cette mort qu'ils ne veulent pas reconnaître comme étant, en quelque sorte, la négation de la vie. S'ils ne le comprennent pas, les psychanalystes ne peuvent pas grand-chose dans ces cas-là. Moi, avec des enfants, ça m'est arrivé d'en parler de 12-15 ans. Mais c'est très, très, très difficile parce que ça touche à leur éducation, bien sûr, parentale, qui est niée, qui est cachée, qui n'est pas avouée. Et c'est très difficile de le faire. Bon, il se trouve que moi, ça m'a formé à comprendre. De là à ce que j'ai pu porter une interprétation, je ne sais pas, je ne le crois pas. Ça va être très difficile, cette éducation. Mais dans les négociations, il faut faire savoir, parce que les politiques, t'as beau être politique, les politiques sont désarmés. Il y a ce conflit ne va pas se résoudre au niveau politique tant que le soubassement que Freud souligne de cette sorte de vouloir être imitant les Juifs, ou vouloir copier les Juifs sans le savoir, en enlevant cette dimension de la mort et du meurtre, ça ne va pas marcher, il faut le faire entendre. Je ne sais pas comment, moi je souhaite, Fadila, si vous connaissez des gens de l'Assemblée, si vous connaissez des gens suffisamment calés en Coran, qu'on puisse parler avec eux. Parce que moi je ne trouve que finalement des Occidentaux, que ce soit Siboni bien sûr, Keppel et d'autres gens qui peuvent parler. Mais comment alors peut-être que le rabbin Cherki en Israël pourra nous aider, mais c'est cela que je veux. Et qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Je résume. J'ai montré comment nous fonctionnons, nous, occidentaux, juifs ou pas juifs, et chrétiens, on fonctionne avec cette histoire de différence de la vie et de la mort. Voilà. Vous, les musulmans qui n'acceptez pas cela, comment nous voyez-vous? Comment nous voyez-vous? Est-ce que vous nous voyez d'une certaine façon qui pourrait être de telle sorte qu'on puisse commencer à parler dans le fond des choses? Parce qu'1,5 milliard de musulmans n'ont pas besoin d'être malheureux comme ils le sont probablement, ou de courir dans les rues tout en liesse pour faire en sorte que des meurtres continuent et que des gens comme les juifs ou les chrétiens soient bannis de leur culture, de leur possibilité d'accepter l'existence d'autres gens. C'est pour ça que l'altérité, elle est niée. Pourquoi? Parce qu'ils seraient obligés, il serait obligé de reconnaître l'altérité du juif ou du chrétien ou du laïc. On a un gros boulot, mais ce n'est pas l'éducatif en tant que tel, c'est vraiment dans des enjeux de transmission au cœur même de la culture musulmane que les choses peuvent avancer. Et pour cela, il faut savoir négocier. Je te parle de ma culture, parle-moi de la tienne. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos deux cultures si elles s'échangent d'une certaine façon? Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà, c'est mon enjeu. Pour répondre à la question, pour répondre à votre question, l'islamisme, c'est un problème, est un phénomène mondial, c'est un problème dans tous les pays, même dans les pays musulmans. Quand je suis en discussion avec des musulmans en terre d'islam, ceux qui luttent contre l'islamisme, qu'est-ce qu'ils disent? Ils me disent, ils me renvoient, mais qu'est-ce qu'en Europe vous faites? Pourquoi est-ce que vous leur donnez tout? Pourquoi est-ce que vous acceptez de vous faire marcher comme ça? Je pense qu'il y a aussi une manière aussi, la manière dont l'Europe, dont les Occidentaux aussi se positionnent. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas intransigeant? Nous avons des valeurs, nous avons un système démocratique et nous devons être intransigeants, nous devons être intraitables. Quand vous avez des personnes qui veulent vous imposer une vision du monde, nous sommes en droit de leur dire que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne voulons pas de cette vision-là. Et je pense qu'il faut l'exiger. Si on veut à un moment donné s'en sortir, si on veut que les autres générations puissent se positionner, il va falloir à un moment donné de dire que nous ne voulons pas de cette vision du monde-là. Et je pense qu'à partir du moment où on le fera, nous serons un peu plus respectés. Parce que, vous voyez, l'image qu'ils ont, quand vous avez en face de... Et j'ai été éduquée aussi de cette manière-là hein, depuis enfant. Comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit comme des gens à mépriser parce que vous ne vous respectez pas. Parce que, quelque part, être dans le dialogue, négocier ces valeurs, pour eux, c'est ne pas se respecter, ne pas respecter ces valeurs. Et du coup, on doit mépriser
il y a une notion de mépris à l'égard des personnes qui ne respectent pas leurs valeurs. Ils nous voient comme ils voient les Occidentaux comme étant des gens faibles. Et donc, forcément, ils profitent de cette situation pour pouvoir imposer la leur. Ça a l'air très simple, et en même temps, c'est exactement. En fait, en réalité, c'est simple. Dans cette complexité, il y a aussi une simplicité dans leur manière de concevoir les choses. Quand vous parliez de responsabilité, le problème de la communauté musulmane est comment est-ce qu'on voit les choses. À partir du moment où vous avez un Dieu omnipotent, omniprésent, quand le prophète Mohammed est considéré comme étant la personne la plus parfaite, il faut s'identifier à lui absolument. Quand tout ce qui vous arrive dépend de Dieu, et finalement tout ce qui nous arrive, c'est parce que on n'en peut rien, on se déresponsabilise. Tout ce qui arrive, ce n'est pas de notre faute. Et le problème que je vois, et c'est pour ça que je mets en lien avec toutes ces associations comme SOS Racisme, etc., c'est qu'ils ont été finalement, ils ont aussi amené cette dimension de victimisation en leur disant « mais ce n'est pas de votre faute. Finalement, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous avez été colonisé, c'est parce qu'on vous a maltraité, c'est parce qu'on vous a utilisé, c'est parce que socialement, économiquement, vous êtes défavorisé, etc. » Et donc, finalement, ils ne prennent jamais leurs responsabilités. Et c'est pour ça qu'on a affaire maintenant à des jeunes, à des individus, à des adultes qui ne prennent pas cette responsabilité. Tous les actes qu'ils vont poser, c'est jamais de leur faute. C'est toujours parce que c'est parce que c'est ma vie, etc. Donc c'est pour ça que quand je disais que quand je parlais d'enfants, bonbons et d'hystérie, etc., c'est parce que c'est vraiment ça. C'est que quand vous avez en face de vous un enfant et qu'on lui permet tout, parce que c'est vraiment ça, et que ce soit fille ou garçon, quand je dis qu'on permet tout, c'est pas au sein même de la culture musulmane. Je parle ici de l'Occident. Quand vous avez des musulmans, je prends un exemple. On est dans le 93, il y a des émeutes. Souvent, la solution, c'est quoi? C'est de trouver des solutions qui permettent de calmer le jeu. Vous voyez? Et le problème, c'est qu'il n'y a pas une autorité ferme. On va essayer de trouver des moyens qui vont permettre justement que ces jeunes, donc on va leur offrir, on va leur dire, ben voilà, peut-être que ces jeunes, il faudrait prendre des grands frères et donc mener une politique des grands frères, et on va prendre les plus caïds, les plus forts, etc., pour calmer le jeu. En mon sens, c'est vraiment c'est des mauvaises politiques qui ont été menées jusqu'à présent, qui ont fait que finalement, on en arrive à l'heure actuelle là où on en est, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus du tout la situation. Vous voyez, parce qu'on laisse faire. Quand vous avez dans des salles de cinéma des groupes de jeunes qui hurlent, qui crient, et qu'on leur dit si vous vous calmez, on vous offre des tickets de cinéma, et ça c'est véridique, c'est une expérience que je peux vous rapporter qui s'est produite à Bruxelles, on vous offre des tickets de cinéma si vous arrivez à vous calmer. Qu'est-ce que ces jeunes ont fait? Ils ont été dans tous les quartiers dire vous savez, si vous allez au cinéma, vous foutez de bordel, on vous offre des tickets gratuits. Voilà comment est-ce qu'on a essayé de régler le problème. Or, ça n'a pas résolu le problème. Au contraire, c'est qu'on a montré notre faiblesse. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être très ferme. Et c'est aussi, les solutions, on nous les donne aussi. Il faut écouter les pays musulmans, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays où justement ils essayent de lutter contre l'islamisme. Alors évidemment, c'est des pays autoritaires, beaucoup sont antidémocratiques, etc. Mais ils nous disent quand même quelque chose et il faut aussi l'entendre. On ne va évidemment, il n'est pas question de devenir un pays antidémocratique, mais dans notre démocratie, il va falloir être ferme pour que justement on puisse sauver ce qui reste de notre démocratie, ou sinon on va vers le chaos. C'est quoi, Fadila, c'est quoi être ferme en Belgique ou en France aujourd'hui? C'est quoi être ferme? Être ferme, c'est quand vous avez une personne qui se fait tuer. Si je prends le cas de Sarah Halimi, elle se fait tuer par un individu et qu'on vous dit qu'il a fumé un joint et que du coup, il était pas. C'est à cause du joint que finalement il a posé cet acte. Donc on le déresponsabilise. Vous voyez, il va dans un centre psychiatrique et puis il peut sortir quand il veut. C'est quand vous avez le jeune Naël qui ne respecte pas la police qui lui somme d'arrêter, et que tout d'un coup vous avez des groupes d'individus qui vont foutre le boxon, et que les gens finalement se disent c'est peut-être parce que les policiers ils vont fort, etc., donc il va falloir peut-être calmer, on remet en question la police. Non, quand vous posez un acte, vous en payez les conséquences. Il faut absolument que ces jeunes
générations apprennent que quand on pose des actes, on en paye des conséquences. Et les Oui, voilà. conséquences, vous volez, vous allez devant un juge et vous avez une sanction. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là aussi que ça se joue. Oui, mais le cas de Sarah Halimi, excuse-moi Alexandre si j'interviens sans demander, le cas de Sarah Halimi est tellement paradigmatique. C'était une femme juive qui était aimée dans le quartier, même par cet homme-là. Et il y a quelque chose qui a fait que je ne crois pas qu'il y ait le pas de vague. Je crois que les experts psychiatres ont été perdus. Tout le monde était perdu devant cette immense haine des Juifs. Et c'est ça l'enjeu. Comment arriver à parler de la haine des Juifs avec des gens du côté musulman qui puissent accepter qu'elle doit être travaillée. Et là, je te pose une question, je nous pose une question. La place, et on en parle j'en parle beaucoup avec Sonia Zadig, on a fait un texte qui s'appelle Malaise dans l'origine, qui circule. Justement, la question de la place de la mère, du matriciel, du jouir-mère, moi j'appelle ça comme ça, ce jouir-mère, cette mère qui a dit à son fils, il a tué 10 juifs, dommage que je n'ai pas été avec toi, c'est parce que c'était des juifs. Donc il y a un enjeu de la place de la mère dans cette structure culturelle qui est très intéressante à travailler. Et je vais dire tout de suite une association que j'ai faite, c'est à propos de ce qui s'appelle le MeToo, qui n'a apparemment rien à voir, hein, le balance ton porc, la jouissance du féminicide, disons, européen, c'est la même, c'est strictement la même. C'est-à-dire qu'il va jouir de son désir de tuer la femme qui est le centre de sa vie, qui est une espèce de mère aussi pour lui. C'est pour ça que quand il se sent abandonné, qu'il peut être tueur et qu'il est parfaitement coupable, ce jouir mère se retrouve dans qu'ont fait les combattants Hamas pour s'en tenir à ce qu'on a pu voir. Quelle est la place de cette mère archaïque, toute puissante, qui n'a comme enjeu, pour parler de l'islam, que son fils chéri soit un shahid pour s'unir à Allah et aller trouver des femmes au paradis. Comment cette mère est-elle situable par toi aujourd'hui? Voilà ma question. Je parlais des violences intrafamiliales et il ne faut pas oublier que dans les violences intrafamiliales, ce que je n'ai pas développé, c'est le côté incestueux. Et quand je parle de manière incestueuse, ça peut être aussi bien physique que psychologique. Il y a une relation entre le garçon et la mère qui est absolument, pour moi, qui est absolument incestueux et qui peut l'être aussi bien symbolique. Et je pense que dans beaucoup de jeunes garçons, dans ces familles-là, les garçons sont toujours mis sur un piédestal. Il doit garantir l'honneur de la famille parce qu'il doit surveiller la sœur. C'est lui qui impose, il prend la place du père. Et le père, oui, alors justement, le père, il est où là? Le père, il se vit à l'extérieur. L'éducation se donne par la mère. C'est la mère qui est importante. La place de la mère est importante. Ça rejoint l'idée de Freud. N'est pas inscrit ce meurtre symbolique qui permet que de la loi puisse régler la toute-puissance du maternel sur le fils. C'est ça l'enjeu que Freud nous donne, il est central. Il a pigé ça parce qu'il a été informé sur les émeutes de 1929 à Hebron. Il a pu être informé, il avait tout ce qu'il fallait pour être informé. Et donc, il a pu faire son texte. Mais nous, aujourd'hui, comment, justement, dans des négociations avec le monde arabe qui accepte les négociations, on peut leur faire passer ce que tu viens de dire? C'est-à-dire la dimension du fils qui est totalement divinisé et qui va mourir dans le shahid et qui va faire que la mère jouira de ça. Et c'est plus qu'incestuel, c'est un inceste avec la mort. C'est incompréhensible. Je pense que ce qui peut aider, c'est qu'à un moment donné, on puisse relayer les témoignages de personnalités, de personnes qui sont issues de ces familles musulmanes, de leurs expériences. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on fait tous un choix. Que ce soit... alors après, le choix, il peut être soit celui de se libérer de tout ça, de ces chaînes, soit celui d'aller vers la mort. Vous voyez, de rester dans ces conditions et de rester parmi ces gens qui veulent semer la mort partout. Donc pour moi, ce qui est important maintenant, c'est de donner la parole, parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné la parole surtout aux personnes qui détruisent. On écoute les jeunes qui veulent détruire, on écoute les jeunes, les terroristes. Par contre, ceux qui font tout pour s'en sortir,
ceux qui parlent de ce qu'ils ont subi à l'intérieur même de la famille. Pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où on parle de ce qui se produit à l'intérieur, on dit aux autres musulmans, vous avez le droit d'en parler. Vous êtes en droit d'exprimer la colère qui est en vous. Vous êtes en droit d'exprimer tout ce que vous avez subi. Parce qu'il est là l'interdit. L'interdit, c'est le tabou absolu, c'est de parler ce qu'on vit au sein des familles. Alors, je vais La seule chose qu'on nous permet, en fait, c'est de pointer du doigt l'autre, c'est de tuer l'autre. Mais par contre, ce qui nous est absolument interdit, c'est de parler de ce qui se passe à l'intérieur de la communauté. Et je pense qu'il est absolument essentiel de donner de plus en plus la parole à ceux qui vont témoigner de ce qui se passe à l'intérieur de la communauté pour que d'autres musulmans puissent avoir des exemples à suivre. Je pense que c'est plutôt ça, pour moi, la solution. Ouais. C'est peut-être pour ça que, Fadila, si je rappelle, il y a quelques mois, vous aviez lancé un appel à la communauté, aux gens de culture musulmane, en disant pas ce qu'a fait le Hamas, c'est pas en mon nom. Vous n'avez pas, il n'y a même pas une centaine de personnes qui ont répondu positivement à cet appel. Et, Il y a eu 17 personnes qui ont répondu à cet appel, mais ce qui est important à relever, vous savez, il y a en 2020, en 2021, il y avait juste, je te réponds à la question. C'est très important ce que vous êtes en train de dire, mais je crains un peu le dialogue en bilatéral avec Jean-Jacques, c'est très intéressant. Mais bon, vous dites des choses qui soulèvent notre humanité, en fait. J'arrête là parce que j'aimerais aussi avoir des choses à dire, c'est très intéressant. Il faut laisser aussi la place à d'autres personnes d'intervenir sur le contenu et d'enrichir ce que vous dites pour éviter un petit peu un dialogue à deux. J'ai fini. Non, on laissait la parole aux deux intervenants qui sont Jean-Jacques et Fadila, parce que le but de cette journée, de cette soirée, c'était aussi l'interaction, parce que chacun d'eux est dans un univers différent, dans une façon de penser complètement différente, et nous voulions ce soir les rapprocher. Bon. Je peux juste donner un exemple qui est important par rapport à ce que tu as dit, Alexandre. Quand je parle d'exemple, en 2021, il y a eu un moment donné, vous savez, quand des gens à Gaza, des Palestiniens ont foncé vers la frontière et que des soldats ont tiré. Il y a eu donc à ce moment-là, il y a eu une riposte, etc. À un moment donné, en fait, j'avais été devant le consulat manifester devant le consulat parce qu'il y avait une manifestation en soutien à Israël. Pourquoi? Parce que dans les manifestations pro-palestiniennes, j'avais entendu de la haine. Il y avait énormément d'appels à la haine, de propos antisémites, etc. Et quand j'étais devant le consulat, il y a des personnes qui m'ont interpellée. Donc, j'ai pris une photo avec le drapeau d'Israël. Quand je l'ai fait, il me semblait important de le faire. Pourquoi? Parce que au sein de la communauté musulmane, toucher le drapeau d'Israël sans cracher dessus, sans le piétiner, etc., c'est impensable. Et il fallait donner un exemple. Alors, certains m'ont dit, bah, t'es folle, etc. Cela dit, après le 7 octobre, il y a des musulmans, il n'y en a pas beaucoup, certes, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont posé le même acte, qui ont pris une photo avec le drapeau d'Israël pour montrer leur soutien. Et moi, je pense que même si on n'est pas nombreux au départ, il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est par ce biais-là qu'on finira par se multiplier. Merci. Alors, je peux? Bon, alors, Jean-Jacques. Je pense que la question de la haine a été, la haine est, la haine sera. Si on écoute bien les propos fondamentaux de Jean-Jacques, la haine a été, la haine est, la haine sera. La question, c'est que faire de cette haine? Est-ce qu'on la reconnaît à l'intérieur de soi qu'on est haineux? C'est facile de projeter vers l'autre juif, l'autre nègre, l'autre femme, l'autre ceci. La question anthropologique fondamentale, c'est toujours cette question-là. Alors, comment la traiter socialement? Ça, c'est secondaire, c'est subsidiaire. Quand Jean-Jacques parle de la question du culturel, est-ce qu'on reconnaît, tu reconnais que tu es haineux? La haine de l'origine, elle est à l'intérieur de tout un chacun. Nous sommes tous racistes, hein, plus ou moins. Excusez-moi de mettre le pied dans le plat. Nous sommes tous misogynes, plus ou moins. La question, c'est de reconnaître ces haines de soi. Qu'un musulman soit haineux, qu'un juif, qu'un nègre, qu'un autre soit haineux,
Mais je dirais, c'est au niveau de l'anthropologue fondamentaliste ou fondamental, ça va de soi. La question, c'est est-ce qu'on reconnaît cette haine? Dans la mesure où on reconnaît cette haine à l'intérieur de soi, on peut parler. On reconnaît cette haine originelle, on peut parler avec l'autre. Mais tant qu'on ne reconnaît pas cette haine à son niveau, dans sa communauté, dans sa oumma, à l'intérieur de l'individu, ce n'est pas possible, puisqu'on en fait porter la charge à l'autre. Je termine. Oui. Oui. Jean-Jacques, une réponse tout de suite ou plus tard? Non, je suis d'accord avec cet enjeu. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour quelqu'un qui est psychanalyste de se faire psychanalyser longtemps pour calculer cette haine en fonction de pouvoir, je dirais, ne pas en user à tort et à travers. Mais c'est vrai qu'elle est sous-jacente. Bon, mais cette haine ne passe pas à la destruction la plupart du temps quand même. Elle passe pas à la destruction. Elle est dans le lien à l'autre et puis voilà, ça s'explique, et notamment dans les couples mariés, conjugaux, mais dans l'amitié aussi. Mais cette haine du juif, c'est la haine du mot juif. C'est pas la haine la haine de l'être juif. C'est qu'il est porteur, malgré lui, de la question de l'origine réelle, soi-disant réelle, alors que cette origine, pour tout le monde, elle est symbolique. L'origine, elle est stratifiée en plusieurs possibilités. Je suis homme, je suis ceci, je suis cela, je veux être cela. Bon, elle n'est pas uniforme. Et l'identité juive, justement, elle a cette particularité de faire en sorte que l'autre va penser que l'identité juive est carrément installée, instaurée, solide. Pas du tout. La qualité de cette identité, c'est d'être mouvante, d'être justement symbolique, pas du tout concrète, pas sûre. Et c'est ça, par exemple, qui a valu au niveau collectif, politique, que les nazis, pensant que les juifs sont l'origine de l'humanité, si on les tue et qu'on en prend la place, on sera à l'origine de l'humanité concrètement. Oui. Bon, Bah oui. là, ça s'appelle un délire. Voilà. Bah voilà. Mais le problème, c'est que ça marche, ce délire. Oui, mais cette haine n'est pas dialectisée, mon cher Jean-Jacques. Cette haine n'est pas dialectisée. Cette haine, elle a Absolument, besoin de absolument. dialectiser, sinon elle est scotomisée et donc projectable sur l'autre en tant que, voilà, il jouit totalement de l'origine fondamentale et donc il suffit de l'éradiquer pour avoir accès à cette jouissance. On s'entend là-dessus. La question n'est pas là. J'ai été dans une autre vie éducateur et ça c'est Oui. pour suivre un peu Fadila. J'entends bien, mais sauf que il me semble que les hommes politiques ne sont pas à même de résoudre cette question-là parce que c'est une question qui les dépasse. Bien sûr. Voilà, la question, c'est ça. C'est-à-dire, j'entends bien votre intervention, vos échanges, mais le social, l'éducateur que j'ai été, le psychologue que j'ai été, des choses comme ça sont à un niveau un peu plus superficiel, alors que l'enjeu qui se déroule, c'est à un niveau beaucoup plus de l'anthropologie fondamentale. Et tant qu'on ne reconnaît pas cette question-là, et c'est la question du lien fondamental, c'est-à-dire de la fondation d'une culture-civilisation possible, ou de la mort. Oui, oui. Bon. Merci. On s'achemine vers la fin de cette discussion et Sylvie Roy n'a pas encore pris la parole. Sylvie, Jean-Charles, est-ce qu'on peut redonner le micro à Sylvie? Elle a le micro. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est bon. Oui, moi j'aurais voulu qu'on parle du mensonge dans l'islam, du statut du mensonge dans l'islam, parce que visiblement il y a une légitimité du mensonge. Et donc, quel est le statut du mensonge dans l'islam? Est-ce que c'est considéré comme une ruse légitime de mentir à ce point? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Et la deuxième question, enfin, j'aurais aimé qu'on parle de ça, et la deuxième question qui moi me préoccupe beaucoup, je suis française, je ne suis pas juive, et j'ai été horrifiée de voir des jeunes Français qui étaient complètement dans une irrationalité totale. Alors on me dit oui, mais c'est de l'idéologie, c'est pas de la rationalité, c'est normal, ils sont pas rationnels. Moi, ça me sidère que des gens aient des angles morts et ne voient pas des choses qui me semblent évidentes. Et j'aurais aimé avoir un éclairage, alors peut-être psychanalytique, sur cette occultation d'une rationalité, mais la plus élémentaire.
C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est sous votre nez et on le nie et on ne le voit pas. Et il y a une troisième question, c'est que la pauvreté, l'oppression, c'est pas une excuse et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je sais de quoi je parle. Voilà, c'est tout. Mais le mensonge et puis l'irrationalité délirante. Enfin, ça atteint des niveaux d'aliénation incroyables. Voilà, c'est tout. Mais je vais me permettre de donner un petit élément de réponse de laisser conclure, avant de conclure la soirée. Euh, Au début moi j'ai introduit la discussion euh, en parlant d'un mot qui est un faux ami. Quand on parle de colonisation, euh, Oui, et tous les jeunes sont anticolonialistes, mais anticolonialisme pour les islamistes et anticolonialisme pour les jeunes, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Si vous prenez la charte du Hamas, l'anticolonialisme du Hamas, c'est tout simplement de récupérer une terre qui a été conquise par le djihad et qui n'est plus sous le régime islamique. Et c'est ça, la charte du Hamas explique ça très bien. Les colonialistes sont ceux qui refusent l'islam. Et les mots il y a une OPA sur le vocabulaire, une OPA de propagande. Et quand moi je parle aussi de nazisme et de 80 ans de nazisme, c'est parce que toute la propagande nazie a fait cette OPA sur le vocabulaire et que ah oui. les frères musulmans ont en permanence parlé ce double langage, pris, les mots et ont changé leur signification. Et en partir de là, fait une OPA sur la gauche. Quand Ouria Boutelja disait que la plus belle prise des indigènes de la République, c'était Mélenchon, c'était il y a quelques années, euh, eh bien c'était vrai, mais c'est un enchevêtrement de vocabulaire et de mots dont on ne se sort que difficilement. Et notre rôle, nous ne sommes pas des associations comme euh, Fadila, tu mentionnais les nouvelles associations qui, à mon avis, prennent le relais des LICRA, SOS Racisme, comme Nous Vivrons, qui me paraît être une nouvelle association antiraciste née après le 7 octobre. Il y en a d'autres. Il y a pour les féministes No Silence, ces associations-là arrivent et nous, Dimi Watch, on veut arriver en support pour aider à formuler des questions que les autres n'ont pas. Quelle est la bonne stratégie à faire? Il y a eu ce soir de nombreuses remarques qui ont été proposées de tous les côtés et il faut que nous reprenions cela pour arriver à reposer le débat. Je pense à une intervention du président Macron cette semaine qui disait qu'il faut défendre la République par tous les moyens et il pensait à la Russie. Mais il y a il n'a pas dit cela par rapport à l'islam radical. Voilà, Euh, il voilà, n'a pas dit ça par rapport au djihad. Et c'est pourtant un voilà, danger qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus voilà, actuel. Et je ne sais pas, sans doute il n'en est pas encore conscient. Donc voilà, notre rôle, c'est ça, c'est de le rendre conscient de cela. Alors tout à je fait. fais encore une intervention, mais je voudrais qu'on conclue euh, qu'on conclue cette soirée. Et peut-être, Batior, est-ce que tu veux conclure ou est-ce qu'on redonne la parole? Parce que je pense que les deux intervenants ont donné tous leurs arguments. Est-ce que Batior, qui a un regard, euh, qui étudie ces problèmes depuis très longtemps, euh, est-ce que on peut te prier de bien vouloir conclure? Justement, parce que les orateurs ont des connaissances sur ces sujets bien plus riches, bien plus profondes que les miennes. Mais je les remercie énormément parce que ils ont ouvert des voies de réflexion. Ils ont donné aussi des éléments de réponse très importants. Euh, et bon, je regrette que Fadila n'ait pas répondu à ma question, mais elle avait tellement d'autres réponses à donner à toutes ces questions qui lui ont été posées. C'était parce que c'est important aussi pour répondre à une remarque qui a été faite par quelqu'un, comment intéresser les chrétiens
à ce problème des Juifs. Parce que justement, le problème des Juifs, ce n'est pas seulement le problème des Juifs, c'est le problème, me semble-t-il, du Dar el-Harb. Et une autre personne, dont je ne connais pas le nom, a répondu à cette question en disant, en effet, c'est le problème de l'extérieur, la personne de la communauté extérieure qui n'est pas reconnue. Et Absolument, aussi, absolument. c'est vous, monsieur, qui avez répondu. C'était Absolument. Je très vous remercie. intéressant ce que vous Voilà, avez j'en dit. profite un petit, c'est la première fois que je vois votre visage. Je me réjouis et je vous ai lu. Et voilà, je le dis comme ça, c'est un aparté et je suis très heureux de vous voir vous exprimant. Voilà. C'est réciproque. Voilà. Et puis, dans cette jouissance, vous avez parlé une jouissance de supprimer l'autre, supprimer le père, supprimer la mère. Est-ce que ce n'est pas aussi la jouissance de satisfaire Allah en tuant l'infidèle? C'est ça aussi qui est important, qu'il Voilà. serait important de souligner. Et puis, bon, il y a beaucoup de... c'était tellement riche cet échange que ça amène à poser beaucoup de questions aussi. Par exemple, est-ce qu'on peut changer l'islam? Parce que ça a changé. Mais non, parce que le Coran n'est pas révélé. Le Coran est incréé. Donc, il y a là un problème que nous n'avons pas dans les autres religions. On ne peut pas changer la parole d'Allah. Donc, voilà. Donc, ce sont des éléments, même aussi, quel est l'intérêt du dialogue? Vous avez très bien parlé sur le dialogue, parce que le dialogue a donné naissance à des récessions continuelles du côté européen, occidental. Ça n'a pas été un dialogue parce qu'on n'a pas osé entrer dans les problèmes qui divisent. Donc, on n'a pas fait de dialogue. Donc, tous ces éléments-là dont vous avez tous parlé est tellement enrichissant. Et donc, je voudrais remercier tout le monde, tous les orateurs et toutes les personnes qui ont posé des questions pour cette soirée vraiment qui me semble d'une qualité extrêmement rare. Et je vous en remercie. Merci donc, merci Batior, merci les deux intervenants, même s'il y a eu beaucoup plus d'intervenants en réalité, mais merci tous ceux qui ont posé des questions. Je crois il y a un travail qui doit être fait à partir de ce que vous avez dit tous les deux, Fadila et Jean-Jacques, et il faut peut-être qu'on se mette à travailler et à en faire la synthèse. Alors, suivez, il y a des articles de Fadila et de Jean-Jacques sur notre site. Suivez-les parce que j'ai reconnu des éléments de ce qui a été dit et je vous présente, voilà, merci. Voilà, les prochaines vidéoconférences que nous allons avoir sont sur les Juifs d'Égypte et leur exode. Qu'est-ce qui a poussé les Juifs, comment les Juifs ont été chassés d'Égypte dans les années 1950-1956. Nous aurons une conférence, ça c'est à la rentrée, de Claire en revenant sur la révolution en Iran, beaucoup d'enseignements à tirer de cette période, et également le travail ordinaire d'un imam qui sera présenté par un ex-imam dont je mentionnais tout à l'heure. Il s'agit de Amin Abdelmajid, qui aurait pu être là ce soir, mais que ça ne s'est pas fait. Donc ça sera remis à bientôt. Donc voici les ouvrages des uns et des autres, Café laïque de Bruxelles, les ouvrages de Jean-Jacques Moscovitz, et que je vous invite à retrouver tout cela sur notre site. Ce n'est qu'un début. Ce combat est extrêmement compliqué. Il ne suffit pas de s'opposer à quelqu'un. Parfois, on ne sait pas très bien à qui s'opposer, mais je pense que l'affirmation de nos valeurs est une des choses essentielles. Et je remercie tous ceux qui sont intervenus ce soir d'y avoir contribué. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à bientôt dans une prochaine conférence de Dimi Watch.